Le Brexit aura-t-il lieu le 31 octobre? À 12 jours de la date prévue de sortie de l'Union européenne, les députés britanniques ont décidé ce samedi de repousser leur décision sur le nouvel accord conclu avec Bruxelles. Le Premier ministre Boris Johnson a vivement réagi à cette décision. La violence ne s'essouffle pas en Catalogne. De violents affrontements entre militants indépendantistes radicaux et forces de l'ordre ont en effet provoqué des scènes de chaos vendredi soir dans le centre de Barcelone, après une manifestation pacifique monstre contre la condamnation des dirigeants indépendantistes. 182 personnes ont été blessées. Enfin, notre grand angle ce soir portera sur les mondes arctiques, un espace partagé entre l'océan, la banquise, les terres non englacées et les calottes de glace continentales. Très peu peuplé, l'Arctique s'intègre aujourd'hui de plus en plus au reste du monde. L'appropriation et l'exploitation de ses ressources suscitent bien des convoitises et remettent en cause un environnement fragile. Dans quelle mesure l'Arctique est-il un enjeu pour les équilibres mondiaux? Dossier complet tout à l'heure. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Boris Johnson misait énormément sur la journée d'hier, samedi 19 octobre. Il présentait au Parlement britannique l'accord trouvé entre Londres et l'Union européenne pour le Brexit. Accompagné notamment de Theresa May, il a tenté de convaincre un minimum de 320 députés pour parvenir à faire voter cet accord. Une issue finale qui va devoir encore patienter. Commençons par un bref rappel de la situation initiale. Le Parlement britannique devait voter ce samedi pour autoriser ou non l'accord obtenu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni jeudi, un accord que le Premier ministre Boris Johnson ne cessait de défendre, le jugeant très bon pour le Royaume-Uni et qui avait le mérite de régler l'épineuse question de la frontière nord-irlandaise. Pour l'occasion, la Chambre des communes était donc ouverte pour le vote, un événement historique puisque la dernière fois que les députés s'étaient rassemblés un samedi remontait à la guerre des Malouines, il y a 37 ans. Boris Johnson entamait fort la journée en indiquant qu'il était temps d'avancer, qu'un report serait coûteux et désastreux, et qu'il fallait à nouveau unir la nation en prenant une décision sur ce sujet qui divise le pays depuis tant d'années. C'était sans compter sur le député conservateur Oliver Letwin qui a déposé un amendement éponyme proposant qu'aucun vote ne puisse avoir lieu tant que toutes les législations inscrivant le Brexit dans la loi primaire britannique n'ont été adoptées. Or, ce processus n'est prévu que pour la semaine prochaine. S'il a affirmé plusieurs fois être pour l'accord de son chef de file Boris Johnson, il a expliqué son amendement en deux raisons. Premièrement, les pro-accords ont peur que même en cas de vote positif du Parlement, les lois ne soient pas adoptées à temps, aboutissant à un no deal par défaut le 31 octobre. Deuxièmement, il a plaidé au Parlement que son amendement permettrait une vision moins binaire des choses, déclarant, je cite, « Le Premier ministre a une stratégie, il veut pouvoir dire aux hésitants que c'est son accord ou pas d'accord. En dépit de mon soutien pour l'accord présenté par le Premier ministre, je ne pense pas qu'il soit responsable de mettre ainsi la nation en danger en formulant une telle menace. » Des arguments qui ont semble-t-il convaincu les députés puisque l'amendement a été voté 322 voix contre 306, plongeant l'avenir du Royaume-Uni encore une fois dans le flou. Boris Johnson a réagi de manière assez énervée après ce vote sonnant comme un désaveu. « Je garde la conviction que la meilleure chose pour le Royaume-Uni et toute l'Europe est un Brexit avec ce deal le 31 octobre. » Fin de citation. Selon le Bain Act, loi récente datant de septembre, Boris Johnson est forcé de redemander un report de 3 mois à l'Union européenne consécutivement à ce vote. C'est donc contraint que le Premier ministre britannique a adressé une lettre au Conseil européen formalisant cette demande. Donald Tusk, président du Conseil européen, a annoncé avoir reçu la demande de report à 23 h, mais selon plusieurs médias britanniques, Boris Johnson a refusé de la signer. Il a en revanche envoyé une seconde lettre, elle signée, spécifiant qu'il ne voulait pas d'un nouveau délai. Plus tôt dans la soirée, il avait insisté sur son désaccord auprès des députés britanniques. Ce dimanche, les ambassadeurs des 27 ont rendez-vous à Bruxelles pour discuter encore du Brexit. Cette réunion était déjà prévue avant le plot twist de samedi, mais nul doute que ce nouveau rebondissement risque d'occuper les discussions. Pour le moment, l'Europe n'a pas donné de réponse claire à cette situation. L'Elysée s'est montré beaucoup plus tranchant que le reste des 27, indiquant dans un communiqué qu'un délai supplémentaire n'est dans l'intérêt de personne et qu'un accord avait été négocié, attendant que le Parlement britannique s'exprime sur le sujet. Moins solennellement, la Commission européenne avait également rappelé que l'initiative était encore aux Britanniques, indiquant que c'est au gouvernement britannique de nous informer des prochaines étapes dès que possible par le biais de Mina Andreeva, porte-parole de Jean-Claude Juncker. Wait and see again.
En Espagne, des marches de la liberté parties de toute la Catalogne ont convergé ce vendredi dans Barcelone pour une grande manifestation. La grève générale des indépendantistes s'est terminée en scène de chaos avec des affrontements dans les rues de Barcelone entre manifestants et forces de l'ordre. On dénombre 182 blessés. Selon la police, 525 000 indépendantistes ont investi les rues de Barcelone ce vendredi, 4 jours après les condamnations, lundi, de 9 leaders séparatistes à de lourdes peines de prison. Une journée de grève générale était organisée en Catalogne. Des marches de la liberté parties de toute la région ont convergé vers Barcelone pour une grande manifestation. Policiers et protestataires se font face dans une ambiance tendue, un véritable changement d'ambiance en quelques heures. Ce sont 182 personnes qui ont été blessées à l'issue des affrontements, ce qui porte le nombre total de blessés à plus de 600 cette semaine. Depuis le début de la mobilisation indépendantiste, plus de 200 policiers ont été blessés. Dès la matinée, des cortèges énormes partis de plusieurs villes de la région ont pris la direction de Barcelone. En prévision des perturbations dans cette riche région industrielle, le constructeur automobile SIT a mis à l'arrêt son usine de Martorell, près de Barcelone. La célèbre basilique de la Sagrada Familia a dû fermer ses portes. 57 vols ont été annulés. La frontière routière entre l'Espagne et la France a été coupée dans les deux sens sur l'autoroute AP7 par des manifestants indépendantistes catalans. L'autoroute est coupée au niveau de la Jonquera, près de Gérone. La route nationale 2 est également coupée près de la frontière franco-espagnole. Le match de foot Barça-Real, qui devait se jouer le 26 octobre au Camp Nou, a été reporté à une date ultérieure par la Fédération espagnole de football. Initialement, la fédération avait proposé d'inverser le calendrier, faisant jouer ce premier match à Madrid, puis celui de la seconde moitié de saison à Barcelone, mais les deux clubs ont refusé cette solution. Barcelone a en tout cas vécu une nouvelle nuit de tension. Des centaines de jeunes criant indépendance ont monté des barricades enflammées dans le centre de la ville et lancé des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des balles en mousse, une situation cauchemardesque dans la ville. On revient sur l'offensive turque lancée contre les Kurdes la semaine dernière, nous en parlions dans notre précédente édition. Washington et Ankara ont annoncé cette semaine un cessez-le-feu provisoire. Selon le vice-président américain, la Turquie mettra fin à son offensive à une condition, que les forces kurdes se retirent du nord de la Syrie pendant un cessez-le-feu de 5 jours, mais il semblerait que les affrontements aient repris ce vendredi. Sur son compte Twitter, Donald Trump évoque des bonnes nouvelles et remercie Recep Tayyip Erdogan. À l'issue de plus de 4 heures d'entretien avec le président turc, le vice-président américain Mike Pence a annoncé jeudi soir que la Turquie allait suspendre son offensive dans le nord de la Syrie contre les Kurdes pendant 5 jours, une annonce confirmée dans la foulée par Ankara. D'après Mike Pence, la Turquie y mettra fin après un retrait des forces kurdes de ce secteur durant ce délai. L'offensive turque s'arrêtera complètement lorsque ce retrait aura été terminé durant cette période de suspension. Nous suspendons l'opération, nous ne l'arrêtons pas, de son côté déclaré à la presse Mevlut Cavusoglu, le chef de la diplomatie turque. Nous pourrons arrêter l'opération seulement lorsque les forces kurdes se seront retirées complètement de la région. Selon cet accord, les forces kurdes devront se retirer d'un secteur d'une profondeur de 32 km, censé se transformer à terme en zone de sécurité. Avant de rencontrer Mike Pence, Erdogan avait exigé que les forces kurdes désarment et s'éloignent de la frontière turque pour que l'offensive prenne fin. L'homme fort d'Ankara a donc été entendu. Donald Trump, dont la décision de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie avait permis à la Turquie de mener l'opération Source de paix, n'a pas tardé à saluer l'annonce d'un cessez-le-feu, évoquant même un grand jour. Les Kurdes sont incroyablement heureux de cette solution, a-t-il assuré, se disant particulièrement satisfait que les négociations aient abouti aussi vite. Par le biais de leur chef, le général Mazloum Kobani Abdi, les Kurdes des Forces démocratiques syriennes, FDS, ont en tout cas fait savoir qu'ils étaient prêts à respecter le cessez-le-feu avec la Turquie. Mais Ankara et les Kurdes entendent-ils les termes de l'accord de cessez-le-feu de la même manière? Lors de son intervention téléphonique sur la chaîne de télévision kurde Ronai, le général Mazloum Abdi a précisé accepter le cessez-le-feu pour les zones où les combats sont encore en cours, à Al-Abiyad et Ras al-Ain, mais il n'est actuellement pas question d'un retrait de ces troupes de la zone de sécurité. L'offensive menée par Ankara a déjà fait près de 500 morts, dont une centaine de civils, et provoqué le déplacement de 300 000 personnes
personnes depuis son lancement le 9 octobre. Le cessez-le-feu n'aura en tout cas duré que quelques heures. Depuis peu, ce vendredi, les affrontements ont repris au nord-est de la Syrie, faisant 5 nouvelles victimes qui s'ajoutent aux plus de 220 mortes sous les bombardements. Un conflit qui s'enlise depuis maintenant une dizaine de jours. Dans ce conflit, l'enjeu pour la Turquie est clair, mettre la main sur une partie du territoire sur lequel se trouvent les Kurdes pour y établir une zone de sécurité d'environ 120 km de long et de 32 km de large à la frontière syrienne, terre revendiquée par le peuple kurde, convoitée par Erdogan, et enjeu diplomatique pour les puissances étrangères, le Kurdistan syrien est au cœur du conflit qui agite le Moyen-Orient depuis 2 semaines maintenant. Il faut remonter plusieurs centaines d'années en arrière pour trouver les premiers signes de revendication territoriale du peuple kurde. Dès le XVIe siècle, ils militent pour leur indépendance et à l'issue de la Première Guerre mondiale, ils entrevoient la possibilité d'obtenir une terre pour s'établir, mais cette promesse faite par les Occidentaux ne verra jamais le jour. Aujourd'hui, les Kurdes sont répartis sur plusieurs pays, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et c'est leur présence dans ce dernier pays qui a justifié l'offensive lancée par la Turquie. Forts de leur victoire dans le pays contre l'organisation État islamique, les Kurdes ont progressivement conquis des territoires jusqu'à s'établir sur une large bande le long de la frontière avec la Turquie, le Kurdistan syrien, aussi appelé Rojava. En 2011, cette zone est morcelée en 3 parties, indépendantes territorialement mais toujours revendiquées par le peuple kurde. Au total, entre 4 à 5 millions de personnes y vivent, des Kurdes en grande majorité, mais pas seulement, des Arabes aussi, des Arméniens et des Syriaques. En 2016, l'administration autonome du nord-est de la Syrie y est proclamée, mettant en place un système démocratique qui répond aux besoins sanitaires, alimentaires et aux besoins du quotidien. Mais la Turquie voit d'un mauvais œil ses velléités dans cette zone qu'elle convoite elle aussi. Après une période d'accalmie de 2012 à 2015, durant laquelle la Turquie et les Kurdes cohabitent sans conflit, la Turquie décide de relancer les hostilités. En août 2016, elle déclare une première offensive à la frontière syrienne, puis en janvier 2018, pour empêcher les Kurdes d'étendre un peu plus les territoires qu'ils contrôlent. D'autant qu'Erdogan ambitionne de créer une zone de sécurité tout le long de la frontière syrienne. Problème, cette zone tampon se trouverait sur une partie du Kurdistan syrien. Pourtant, après plusieurs mois de négociations supervisées par Washington, les autorités kurdes concèdent à leurs rivales de l'y installer. Mais là encore, la situation se tend. Si les Kurdes acceptent une bande d'une centaine de kilomètres de long et 15 km de profondeur, Ankara en demande 32. Les négociations sont au point mort quand Erdogan et Donald Trump échangent par téléphone le 9 octobre. Quelques minutes plus tard, le président américain annonce le retrait de ses troupes de Syrie, feu vert pour son homologue turc, qui déclare dans la foulée le début de l'offensive turque contre les Kurdes. L'objectif est clair, établir la zone sécurité, mais pas seulement. Pour le Conseil démocratique kurde de France, c'est une opération d'invasion que mène la Turquie, un prétexte pour élargir leur présence, dénonce Ajit Polat, mais il n'y a pas qu'à Ankara que le Rojava attise les convoitises. En véritable maître du jeu, Vladimir Poutine orchestre les relations entre le Kurdistan, la Syrie et la Turquie, dialoguant avec chacun. Le chef d'État russe a d'ailleurs convié son homologue turc, mercredi, à venir lui rendre visite à Moscou pour parler de l'offensive en Syrie, espérant aboutir à un compromis entre les deux parties. Si toutes les forces en présence tentent de tirer profit de cette opération militaire qui a déjà fait plus de 200 victimes parmi les civils, un autre groupe bénéficie d'une chance imprévue. Dans les territoires contrôlés par les Kurdes, il y a au moins 6 grandes prisons dans lesquelles se trouvent 10 000 combattants de l'organisation État islamique et parmi eux environ 70 cadres dirigeants. Autant d'acteurs qui diminuent les chances d'une résolution du conflit déjà bien faible, en témoigne la tentative de cessez-le-feu qui n'aura même pas duré 24 heures. En effet, si la Turquie a accepté une trêve d'une durée de 5 jours dans les combats, conditionnant l'arrêt total des bombardements au retrait des Kurdes de la zone en question, des affrontements sporadiques se sont déroulés ce vendredi à Ras Al-Ain, ville frontalière du nord syrien. En Tunisie, la victoire écrasante du conservateur Kais Saied à la présidence à plus de 72% est lourde d'interrogations. La jeunesse du pays s'est massivement mobilisée pour ce juriste constitutionnel qui prône une révolution institutionnelle, un conservatisme moral et religieux et un souverainisme diplomatique.
La Tunisie vient de décider sereinement, par la seule voie des urnes, de relancer son chantier de la révolution qui s'était embourbé ces dernières années. Si une leçon de l'élection présidentielle du dimanche 13 octobre devait être retenue, c'est bien celle-là. La victoire écrasante de Kais Saied, 61 ans, enseignant droit constitutionnel à l'allure ascétique, est une réplique sismique du fameux printemps tunisien de 2011. Monsieur Saied, en faveur duquel une jeunesse en quête de changement s'est massivement mobilisée, recueille 72,7% des suffrages exprimés. Le taux de participation est lui de 55%. Le triomphe est sans appel. Plus de 8 ans après la chute de la dictature de Zine El Abidine Ben Ali, prélude à la vague des printemps arabes, la Tunisie se dote d'un chef d'État qui prétend réactiver le message de 2011, quelque peu tombé en déshérence. Pouvoir au peuple, justice sociale, moralisation de la vie publique. Il y a bien des manières de lire l'événement. La première est sans aucun doute la satisfaction de voir l'exercice démocratique gagner en maturité en Tunisie. La séquence électorale que le pays vient de connaître, élection législative du 6 octobre, s'ajoutant aux 2 tours du scrutin présidentiel, 15 septembre et 13 octobre, s'est déroulée pacifiquement, sans trouble à l'ordre public ni fraude notable. Des débats télévisés ont opposé les candidats comme dans n'importe quelle vieille démocratie occidentale. Seule ombre au tableau, l'arrestation le 23 août du magnat de la télévision Nabil Karoui pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. Qualifié pour le second tour, ce dernier n'a de fait pas pu vraiment mener campagne, en tout cas jusqu'à sa libération, mercredi 9 septembre. Mais sa participation au dernier duel télévisé face à Kais Saied n'a apparemment pas convaincu l'électorat. L'écart final d'environ 45 points entre les deux hommes ne laisse guère de doute sur le choix des Tunisiens. L'élection de Kais Saied à la magistrature suprême n'en est pas moins lourde d'interrogations. Partisan d'une véritable révolution institutionnelle, à savoir le renversement de la pyramide des pouvoirs au profit des conseils locaux et au détriment de l'échelon central, M. Saied appelle à se libérer de concepts classiques parmi lesquels il range les partis politiques et la démocratie représentative. Un tel projet, s'il devait être mis à exécution, annonce bien des tensions. Un autre motif de perplexité concerne son conservatisme moral et religieux revendiqué. Invoquant l'opinion majoritaire, il ne cache pas son hostilité à la dépénalisation de l'homosexualité et à l'égalité homme-femme dans l'héritage. De telles convictions, ajoutées à la présence centrale qu'occupera le parti islamo-conservateur Ennahda au Parlement, vont désormais placer la frange la plus progressiste mais minoritaire de la société civile tunisienne sur la défensive. En bref, le maire de Levallois-Perret et son épouse ont été condamnés ce vendredi à Paris pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Patrick Balkany a écopé de 5 ans d'emprisonnement, assorti d'un nouveau mandat de dépôt et de 10 ans d'inéligibilité. Sa femme, Isabelle, de 4 ans de prison ferme, sans incarcération immédiate. Le couple Balkany a fait appel de cette décision. J'en viens à la pagaille dans le trafic SNCF après un droit de retrait des conducteurs et contrôleurs. Un quart seulement des TER a circulé dans toute la France ce vendredi et ce samedi, jour de départ en vacances de la Toussaint. À Paris, le trafic des RER et des Transiliens a été très ralenti. Pourquoi cette grève soudaine? On fait le point sur la situation. Un mouvement social inopiné a éclaté ce vendredi sur de nombreuses lignes SNCF, créant des perturbations parfois fortes sur le réseau des trains régionaux, TER. 25% des TER seulement ont roulé vendredi et samedi, premier jour des vacances scolaires. Circulation des trains régionaux particulièrement affectée en région Grand Est et en Bretagne, où un train sur 2 seulement était présent. En Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, tous les TER étaient suspendus. En région parisienne, le trafic était fortement ralenti pour les RER et le Transilien. L'événement se produit le premier jour des congés scolaires de Toussaint, donc, alors que des milliers de voyageurs s'apprêtent à prendre des trains pour les vacances. Des TGV aussi légèrement affectés dans la région sud-est, entre Lyon, Marseille, Nice et Montpellier, et en Atlantique Ouest, entre Rennes, Nantes et Bordeaux, avec 9 trains sur 10. Un trafic normal en revanche dans le nord et l'est. Une réunion d'urgence entre la Direction des ressources humaines et la Confédération générale du travail s'est tenue vendredi au siège de la SNCF à Saint-Denis. Au sortir du rendez-vous, la direction de l'entreprise a publié un communiqué dans lequel elle s'indigne d'une grève totalement irrégulière qui provoque une gêne insupportable pour des millions d'usagers à travers toute la France, appelant à une reprise immédiate d'un service normal. Pour résoudre la crise, l'entreprise détaille également plusieurs actions concrètes, dont la tenue d'une réunion de concertation nationale entre la direction et l'ensemble des organisations syndicales nationales, ainsi que des concertations dans chaque région, en ligne de mire notamment les questions de sécurité et de sûreté posées par les conducteurs. Ce mouvement social inopiné, déclenché sans préavis, est en effet la conséquence d'un accident impliquant un TER survenu il y a 2 jours dans les Ardennes et à la suite duquel les cheminots ont demandé à exercer
leur droit de retrait. En effet, mercredi, un TER transportant 70 personnes a percuté un convoi exceptionnel à un passage à niveau situé à Saint-Pierre-sur-Vence dans les Ardennes, endommageant très sérieusement l'avant du train et faisant sortir légèrement la rame de ses rails. Selon la CGT, le conducteur, qui était le seul adjoint à bord, a dû, contusionné et légèrement blessé à la jambe, sortir du train pour sécuriser la voie afin d'éviter une collision, car la radio et le dispositif de liaison seul train étaient hors service en raison de la violence du choc. Il y a dans cet intervalle dû laisser les passagers seuls, 11 d'entre eux étant légèrement blessés. Le récit de cet accident a peu à peu enflammé les réseaux sociaux des cheminots. La CGT met en cause le mode d'exploitation, équipement agent seul, c'est-à-dire un conducteur mais pas de contrôleur, qui a été mis en place ces dernières années dans les TER. Il faut dire que 80% des trains régionaux n'ont plus de contrôleur et qui existent depuis 40 ans dans les trains de banlieue et les RER de la région parisienne. Au fil des appels à la grève et à l'approche du mouvement interprofessionnel du 5 décembre, l'exécutif s'inquiète. Le gouvernement travaillerait donc à modifier des points sensibles, voire à reporter carrément la réforme des retraites. Le projet de réforme des retraites prend un tour inattendu. Un solide front du refus syndical est en train de se constituer avec un mouvement de grève qui s'annonce très suivi, au moins dans les transports publics, le 5 décembre prochain. Le gouvernement pensait éviter une telle épreuve avec force, concertation et en mettant tout le monde dans le chaudron de la réforme. Finalement, les mécontents se coalisent. Parmi ceux-là, il y a bien sûr les régimes spéciaux, ceux de la RATP, de la SNCF, de certains fonctionnaires, très avantageux, mais aussi ce qu'on appelle les régimes autonomes. Ce sont les professions qui gèrent elles-mêmes leur caisse de retraite et ne veulent pas être fondues dans un régime universel. En fait, elles ont peur de payer pour les autres. Ce sont les avocats, les pilotes de ligne et les infirmières notamment. L'exécutif est en train de réfléchir à ce qui ressemble à une reculade, au moins en termes de calendrier, avant même l'épreuve sociale. On peut d'ailleurs penser que le front syndical va se durcir en sentant la peur de la réforme. La reculade, ce serait de différer la mise en œuvre de la réforme, au moins pour les plus hostiles que sont les salariés des régimes spéciaux. Le risque étant que ces régimes perdurent des dizaines d'années. Il existe donc des solutions, il y a ce qu'on appelle aussi la clause du grand-père généralisée. En clair, la réforme ne concernerait que les futurs entrants sur le marché du travail et pas les actifs d'aujourd'hui. Ça veut dire concrètement qu'elle ne s'appliquerait que dans 45 ans, rendez-vous donc en 2065, avec quand même un problème de taille. Les taux de cotisation retraite ne seraient pas les mêmes pour les actifs d'aujourd'hui et ceux de demain, touchés par la réforme. Donc les salaires seraient différents pour des emplois identiques pendant un demi-siècle, une chose difficilement concevable. Et il y a bien d'autres problèmes qui se profilent, parce que l'égalisation des conditions de retraite, quelle que soit la date envisagée pour la déclencher, nécessite l'égalisation des carrières. Les enseignants, par exemple, ont un salaire faible, mais une retraite proportionnellement élevée. Si on les passe au régime général, il faudra revaloriser leur traitement, idem pour les policiers. Place à présent à notre grand angle et direction le pôle Nord ce soir. Nous partons pour l'Arctique, une région polaire, contraignante et faiblement peuplée. Grâce à la fonte saisonnière de la banquise qui s'accélère dramatiquement d'année en année, les mondes arctiques s'ouvrent progressivement à la navigation et sont de plus en plus exploités. Alors pourquoi ce milieu si contraignant s'intègre-t-il progressivement au reste du monde? C'est l'enquête de ce journal. L'Arctique est par définition un milieu contraignant puisqu'il englobe toutes les terres et les mers de l'hémisphère nord qui présentent pour le mois de juillet des températures moyennes inférieures ou égales à 10 degrés. Les températures y sont parmi les plus basses du monde, en particulier dans le nord de la Sibérie, au centre du Groenland et de l'océan glacial arctique, où les températures inférieures à 0 degré en été sont fréquentes. En raison de ces grands froids, l'Arctique est caractérisé par l'omniprésence de la glace, une grande partie, voire toute l'année. La banquise couvre ainsi en hiver quasiment toutes les mers du domaine arctique. En été, elle s'étend de l'extrême nord du Canada et du Groenland jusqu'à l'extrême nord de la Russie. Le Groenland est recouvert d'une épaisse couche de glace, l'inland ice. Le sous-sol gelé en permanence, appelé permafrost, s'étend sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur et concerne toutes les terres arctiques. La nuit polaire est une autre contrainte importante de l'Arctique. La durée de cette période d'obscurité varie selon la latitude, de 2 mois au Cap Nord en Norvège jusqu'à 6 mois au pôle Nord, de septembre à mars. Un mot de l'Arctique russe,
Le froid y est aussi extrême et très long. Plus on va vers le nord, plus l'hiver dure. Le tapis neigeux y est de 200 jours par an. Au-delà du cercle polaire, les villes du Grand Nord fonctionnent non seulement dans le froid, mais aussi en décembre et janvier dans la nuit permanente. Les ports de la voie maritime nord ainsi que les chantiers travaillent à la lumière des projecteurs. La circulation automobile souffre donc d'une mauvaise visibilité puisque tout déplacement est nocturne, sans même ajouter les tempêtes ou la neige balayée par des déplacements d'air. Ces conditions climatiques expliquent la faiblesse du couvert végétal qui se réduit le plus souvent à la toundra, milieu composé de lichen, de mousse et d'herbes. Une exception faite dans le domaine arctique, la Laponie, qui présente dans une végétation différente la taïga, forêt boréale formée quasi exclusivement de conifères. Le froid, la glace, le vent et le permafrost interdisent la pratique de l'agriculture et limitent le nombre des espèces animales, ce qui rend l'occupation humaine particulièrement difficile. Les densités de population y sont parmi les plus faibles au monde, inférieures à 1 habitant par kilomètre carré. Aujourd'hui, l'Arctique compte 4 millions d'habitants pour 6 millions de kilomètres carrés. Nées de la conquête et de la colonisation, les villes sont très peu nombreuses, la plus grande étant Mourmansk, en Russie, 315 000 habitants. La banquise rend particulièrement difficile la circulation maritime. La route du Nord-Est, par le nord de la Russie, doit être ouverte à l'aide de brise-glace. Quant au passage du Nord-Ouest, par le nord du Canada et de l'Alaska, il n'a été utilisé qu'une seule fois par des brise-glaces. À cette rareté des routes maritimes s'ajoute celle des liaisons terrestres. Les villes et les infrastructures de transport y sont rares. Une seule route au nord de l'Alaska. L'exploitation des ressources énergétiques, pétrole, gaz, est très difficile et très coûteuse. Il faut notamment prévoir des équipements résistants au gel et au vent, adaptés aux variations de la banquise. L'Arctique est cependant un milieu de moins en moins contraignant. Le réchauffement des températures, plus 0,8 degrés au centre du Groenland entre 1979 et 2005, entraîne une fonte progressive de la banquise qui se rétracte de 7,5% toutes les décennies depuis 30 ans et de l'inland-sea groenlandais. Selon certaines prévisions, la bordure russe de l'océan glacial arctique pourrait être complètement libre de glace à l'horizon 2100. La construction de ports, tels Mourmansk par les Russes en 1915, de sites d'exploitation des ressources, comme les champs pétroliers du nord de l'Alaska, et d'équipements de transport, comme les routes, chemins de fer, lignes de ferry, liaisons aériennes, oléoducs et gazoducs, a permis le désenclavement de certaines régions arctiques. Le réchauffement climatique et la fonte progressive de la banquise renforcent aujourd'hui l'intégration de l'Arctique dans les grands circuits commerciaux. L'ouverture de routes maritimes est envisagée. Le trafic maritime arctique pourrait ainsi passer de 3 millions de tonnes de fret aujourd'hui à plus de 50 millions d'ici 10 ans. Quelques navires européens empruntent déjà le passage du Nord-Est, qui passe par le nord de la Russie. Pour relier Rotterdam à Tokyo, c'est la route maritime la plus courte, 13 500 km, par rapport au circuit traditionnel via le canal de Panama, 23 500 km notamment. Cette nouvelle route maritime permet d'économiser 10 jours de voyage. Cependant, les navires doivent être précédés de brise-glace, qui trace la route dans la banquise. Le passage du Nord-Ouest, lui, 15 700 km entre Rotterdam et Tokyo, au nord du Canada et de l'Alaska, n'est pas encore véritablement ouvert. Un seul navire commercial y a circulé en 2013, mais il pourrait, après l'accélération du réchauffement climatique, constituer une sérieuse alternative à la route du Nord-Est, un pont arctique praticable 4 mois sur 12, de juin à septembre inclus, et reliant Mourmansk en Russie et Churchill au Canada, commence à s'organiser. À l'ouverture des routes arctiques s'ajoute la présence d'importantes réserves d'hydrocarbures sous l'océan glacial arctique. L'Arctique détiendra en effet 30% des réserves mondiales de gaz et 10% de celles de pétrole. La fonte de la banquise devrait permettre d'exploiter ces ressources. L'Arctique devient par ailleurs un espace stratégique majeur, convoité par les grandes puissances riveraines, Russie, Canada, États-Unis, Norvège et Danemark, qui revendiquent chacune une portion plus importante de l'océan glacial arctique. Voyons maintenant quels sont les enjeux économiques et géopolitiques liés à l'ouverture de l'Arctique. Immense espace à la fois terrestre et maritime, l'Arctique dispose de ressources considérables, notamment halieutiques. Il compte plusieurs importantes zones de pêche, les côtes du Groenland et de l'Islande pour les baleines, les eaux du Nunavut et de l'Alaska, où l'on y trouve du flétan noir et de la crevette nordique, les mers de Barents et mer de Bering pour le crabe royal notamment. La faune terrestre arctique, phoques, loups, renards et ours polaires a fait l'objet d'une chasse intense par le passé, pour les fourrures notamment, une pratique strictement réglementée aujourd'hui avec l'interdiction de la chasse aux bébés phoques décrétée en 1987. Plus convoitées encore sont les ressources en hydrocarbures, gaz, pétrole
pétrole et en minerais, or, diamants. L'Arctique compte aujourd'hui plusieurs zones importantes d'exploitation. Cependant, l'exploitation et le transport des ressources arctiques sont très limités en raison des multiples contraintes du milieu. D'autres perspectives sont permises par le réchauffement climatique, l'ouverture de nouvelles zones de pêche, le développement du tourisme avec la multiplication des croisières et la mise en valeur des ressources minières, des terres libérées des glaces font partie des projets de tous les pays riverains, mais intéressent aussi la Chine. Le partage de l'Arctique est en cours entre les États riverains, les frontières terrestres sont fixées depuis longtemps, mais le découpage de l'océan s'opère depuis le début des années 2000. Chaque pays a délimité sa zone économique exclusive, ZEE, afin de pouvoir exploiter librement les ressources qui s'y trouvent. Pour rappel, une zone économique exclusive est un espace maritime qui s'étend jusqu'à 370 km à partir des côtes, soit 200 miles nautiques, et dont l'exploration et l'exploitation sont réservées à l'État côtier. Les tensions géopolitiques sont de plus en plus nombreuses, les eaux internationales, laissées à la liberté de tous, sont convoitées par les États-Unis, le Canada ou la Russie. Chaque pays essaye d'assurer son contrôle sur les zones potentiellement riches en hydrocarbures ou sur les routes maritimes qui seront sans doute des axes de navigation majeurs dans un futur proche. Les peuples autochtones affirment quant à eux leur présence, ils revendiquent leur part sur les futures ressources de l'Arctique. Les Inuits disposent de territoires autonomes au Canada et au Groenland, mais dépendent toujours financièrement des pays auxquels ils sont rattachés. Enfin, dernière interrogation, pourquoi les enjeux environnementaux de l'Arctique concernent-ils l'humanité? La découverte d'immenses réserves d'hydrocarbures a renforcé l'importance économique de l'Arctique. Des projets d'équipements industriels et miniers sont aujourd'hui en cours de réalisation pour exploiter de nouveaux gisements. La fonte progressive de la banquise pourrait désenclaver une partie de l'océan glacial arctique. Cette perspective amène les États et les compagnies de transport à miser sur l'ouverture prochaine de nouvelles routes maritimes. Nous en parlions. L'ouverture de ces routes pourrait bouleverser l'équilibre économique mondial en réduisant l'importance des voies maritimes traditionnelles. Ils cherchent ainsi à étendre leur souveraineté sur une portion plus vaste de cet océan. Cette rivalité suscite de nombreuses tensions internationales. En témoigne l'action de la Russie qui a planté un drapeau en titane sous le pôle Nord en 2007. L'Arctique joue aussi un rôle militaire important, comme en témoigne le nombre de bases américaines et russes, pour la plupart héritées de la guerre froide, notamment au nord de la Sibérie, en Alaska, au Groenland et en Islande. L'Arctique est devenu un enjeu mondial en raison des modifications profondes de son milieu, notamment la fonte progressive de la banquise et de l'inlandsis groenlandais, qui provoque une élévation du niveau de la mer, 1,8 mm par an, entre 1960 et 2010. Certaines prévisions évoquent une hausse de 30 à 50 cm d'ici la fin du XXIe siècle. Cette évolution mettrait en péril le développement, voire l'existence même de nombreuses populations littorales. Aux modifications du milieu s'ajoute l'avenir des 500 000 personnes appartenant aux populations autochtones, telles les Inuits et les Sibériens. La colonisation a entraîné une transformation brutale de leur mode de vie et une perte de leurs repères traditionnels. La plupart des États reconnaissent aujourd'hui l'autonomie politique à ces populations, comme pour les provinces du Nunavik au Québec et du Nunavut au Canada, ou encore du Groenland appartenant au Danemark. L'Arctique est un enjeu écologique de premier ordre en raison de la biodiversité de ces écosystèmes. Pour protéger cet environnement, les États ont créé des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des zones protégées. Le Groenland compte ainsi le plus grand parc national du monde, situé dans le tout quart nord-est de son territoire. Cependant, la multiplication des sites industriels et miniers, liée à la découverte de nouveaux gisements, met en péril la biodiversité. On passe au sport et nous partons pour le Japon où se déroule la Coupe du Monde de rugby. Les quarts de finale de la compétition ont eu lieu hier et aujourd'hui. On fait le point sur les résultats des matchs. La Nouvelle-Zélande, grande favorite, a battu l'Irlande ce samedi. Les All Blacks ont déroulé et n'ont laissé aucune place. Un exploit du 15 de trèfle pour une victoire finale sur le score de 46 à 14. Une victoire impressionnante qui place les Néo-Zélandais un peu plus favoris à leur propre succession. La Nouvelle-Zélande rejoint ainsi l'Angleterre, laquelle s'est imposée 40 à 16 face à l'Australie. L'Afrique du Sud a pour sa part écrasé le Japon 26 à 3. Terrible, en revanche, pour les Bleus qui se sont inclinés d'un petit point après un très bon match. L'entame de la rencontre était parfaite pour le 15 de France, avec 2 essais en 8 minutes. Malheureusement pour les Bleus, l'euphorie prenait fin à la suite d'un en avant de Guirado, à la suite d'un très gros plaquage, ce qui offrait la balle et un boulevard à Wainwright, qui n'avait plus qu'à traverser le terrain pour aplatir. Bilan 12-7 à la 12e minute. Malgré ce coup du sort, les Bleus étouffaient les Gallois et inscrivaient un 3e essai à la demi-heure du jeu, grâce à Vakatawa,
Katawa, bien servi par Penaud après contact. On en était ainsi à 19-10 à la 32e minute. En seconde période, la France était toujours dans le tempo, mais Maïna condamnait à lui tout seul ses coéquipiers en prenant un rouge sur un coup de coude dans le visage à la 49e. Malgré une solidarité assez impressionnante et quelques occasions de marquer des points, notamment avec une position de drop de Lopez non exploitée, les Bleus craquaient à 5 minutes du terme après un essai contesté de Moriarty à la suite d'un arrachage de ballon. Pas d'exploit donc pour les Français qui rentrent à la maison sur le score 20-19. Au cinéma, film sorti ce mercredi, le 16 octobre. Mathias et Maxime ne laissent personne indifférent. Partagés entre rires et larmes, nous ne pouvons pas contrôler nos sentiments face à la puissance de ce nouveau chef-d'œuvre de Xavier Dolan. Comme toujours, Xavier Dolan bouleverse. Profondément intime, son nouveau film, Mathias et Maxime, nous emmène dans un univers extrêmement sensible. Deux amis d'enfance s'embrassent pour les besoins d'un court-métrage amateur, mais suite à ce baiser anodin, leurs existences sont bouleversées et plein de questions existentielles demeurent tout au long du film. Ce long-métrage passe très vite, mais il est surtout très intime, très beau visuellement comme toujours, et surtout il nous renverse. Les émotions sont pures et sans artifice. Nous prenons vraiment une grosse claque en voyant l'impact que ce film peut avoir dans notre quotidien. Le désarroi nous est dépeint d'une manière très noble, comme sait très bien le faire Xavier Dolan dans la majorité de ses films. Et cette semaine, sur la plateforme Netflix, Canal 70, c'est une série espagnole que nous vous recommandons fortement, Élite. Série osée et déconcertante, est apparue et compte à ce jour 2 saisons. Après l'effondrement de leur lycée, 3 étudiants de la classe ouvrière sont admis dans un prestigieux lycée UP qui accueille les jeunes de l'élite. La série tourne autour des rivalités entre les différentes classes sociales et les conflits entre étudiants qui finiront par mener à un homicide. Le plus grand atout de la série est l'attachement que nous pouvons avoir pour les personnages. Chaque étudiant a une histoire qui lui est propre et qui peut justifier certains agissements. À travers ces 2 saisons, nous pouvons voir à quel point des sourires peuvent être faux et à quel point l'amitié est un sentiment fragile. La perspective que la série donne est très intéressante, et ce qui est assez drôle, c'est de revoir des acteurs présents dans la Casa del Papel, tel est le cas de Maria Pedraza ou de Jaime Lorente. Le jeu des comédiens est très puissant, mais ce qui renforce notre addiction, c'est sans aucun doute l'avancée de l'enquête et les doutes que nous pouvons porter sur certains étudiants. Première saison de haut niveau, la saison 2, elle vient de sortir, est réussie, est relancée, une manière originale, mais Marina nous manque beaucoup dans cette nouvelle valve d'épisodes. Et pour notre programme TV de la semaine, de l'histoire et du divertissement. Ce lundi, France 3 propose un nouveau numéro de Secret d'Histoire, 21h05, présenté par Stéphane Bern. Cette émission est consacrée à Léonard de Vinci, figure emblématique de la Renaissance. Il fut un peintre virtuose et un ingénieur visionnaire, mais il fut également architecte, botaniste, anatomiste et mathématicien. L'animateur convie le téléspectateur à un voyage inédit sur les traces de cet artiste hors norme. Mardi, M6 lance la 14e saison de La France a un incroyable talent à 21h05, une édition présentée par David Ginola qui commence sur les chapeaux de roue avec la phase des auditions et des candidats pleins de ressources. Pour rappel, les règles sont simples, chaque candidat dispose de 2 minutes pour convaincre les jurés, Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar Sammy. En cas de coup de cœur, chaque membre du jury ainsi que David Ginola a la possibilité de déclencher le Golden Buzzer afin d'envoyer le talent de son choix directement en finale. Cette émission est un vrai succès, la dernière saison a été la plus suivie depuis 7 ans avec près de 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne chaque semaine. Et mercredi, sur le canal 24, RMC Découverte, un documentaire à 20h55 intitulé « Le génie romain, les arènes françaises ». Ce documentaire met en avant l'ingéniosité de ses bâtisseurs. Une cinquantaine d'amphithéâtres datant de l'Empire romain ont été édifiés en France. Construits il y a près de 2000 ans, ces édifices sont pourtant d'une incroyable modernité. Parmi les plus célèbres figurent les arènes d'Arles. Elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces dimensions sont impressionnantes. Celles de Nîmes, dans le Gard, sont plus petites mais mieux conservées. Une belle page d'histoire à suivre ce mercredi soir. Et avant de refermer cette édition, place à notre photo de la semaine qui nous emmène dans le sud-est de la France, non loin de la ville d'Orange. La première centrale photovoltaïque flottante de France et la plus puissante d'Europe a été inaugurée ce vendredi à Piolenc dans le Vaucluse.
Déjà opérationnelle depuis quelques semaines, cette centrale va être capable de produire de l'énergie 100% renouvelable pour alimenter en électricité 4733 foyers, soit près de 10 000 personnes. Jusqu'à présent, la commune de Piolenc était connue pour sa fête de l'ail. À vrai dire, Louis Drier, son maire, se demandait ce qu'il allait bien pouvoir faire de son lac artificiel de 50 hectares sur une ancienne carrière. Les berges étaient trop dangereuses pour en faire un pôle d'attraction et de loisirs. C'est alors qu'une idée un peu saugrenue est née, il y a une dizaine d'années, recouvrir cette étendue d'eau de panneaux solaires. Il y en a aujourd'hui 47 000 au total, pour réaliser une centrale photovoltaïque flottante. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal. Merci de votre fidélité. Très bonne semaine à tous.